Tout pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage du lundi avec nos déchiffreurs. Gustave Sommen, cofondateur de Colbert, est en plateau avec moi. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Et Mathias Bacchino nous appelle depuis l'Allemagne. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Directeur des marchés européens chez Trade Republic. Oui, on va essayer d'analyser avec un petit peu de recul ce que fait Donald Trump et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'il fait. Est-ce qu'on est dans de la folie pure ou est-ce qu'il n'est pas temps de voir ses actions comme une véritable doctrine économique? Mathias, votre regard depuis l'Allemagne sur cette situation en ce lundi matin, comment on peut éclairer ceux et celles qui nous suivent et qui commencent à être un petit peu lassés par le bruit médiatique peut-être autour de ces droits de douane? D'abord, on peut dire que la tempête que l'on attendait est en train de se transformer plutôt en ouragan. Et donc, face à cela, il faut s'adapter. Donc, l'enjeu pour moi qui vient d'encourager avec plusieurs autres entreprises, mais voilà, beaucoup de gens, qui viennent d'encourager des millions de gens en Europe à commencer à investir en bourse, l'enjeu, c'est de les accompagner. Et donc, effectivement, on est dans une période qui est unique. Moi, ça fait... il y a eu la première élection de Donald Trump, il y a eu la crise des dettes souveraines en 2011, il y a eu évidemment la crise du Covid, et encore avant la crise des subprimes en 2008, mais on est sur un moment historique. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ce moment historique, comment on peut le gérer? Quand on est un investisseur de long terme, on doit faire attention à une seule chose, la diversification. J'insiste là-dessus. Celles et ceux qui sont les plus diversifiés actuellement sont celles et ceux qui encaissent le mieux le choc auquel on fait face. Pour les investisseurs tactiques, on fait face de manière assez évidente là depuis 48 heures, enfin depuis jeudi, à une rotation sectorielle. Donc, investisseurs long terme, vérifiez que votre portefeuille est diversifié. Pour les investisseurs tactiques, intéressez-vous à la double rotation sectorielle qui est en cours là depuis jeudi, à savoir une fuite des entreprises les plus risquées, les plus drivées par la croissance, et une fuite des entreprises les plus exportatrices ou importatrices, les plus exposées aux chaînes de production mondialisées, vers des entreprises dites défensives. Donc c'est le secteur des services publics, c'est le secteur de la santé, c'est les télécoms, voilà, c'est l'alimentaire, les choses qui, malgré un risque de récession, ne vont pas trop bouger. Pour l'investisseur très actif, le trader, là, on fait très attention parce que oui, évidemment, une période de volatilité avec un VIX à 45 est une période intéressante pour les traders. Néanmoins, c'est extrêmement difficile à trader. Donc, réduisez les tailles de position et allouez à cette activité-là uniquement du capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Ensuite, du point de vue économique, la grande question, c'est est-ce que oui ou non, on va avoir une récession? C'est ça qui décidera, pour moi, d'un marché baissier de long terme. Et le fait qu'on ait une récession n'est pas du tout sûr, puisque il est tout à fait possible que dans les jours qui viennent, on passe de l'escalade à la négociation. Donc, pour moi, 3 repères. Est-ce qu'on va vers une escalade ou vers une négociation? C'est le premier repère essentiel à court terme. Deuxième repère, quelle réaction de l'Union européenne? C'est évidemment très important. Il y a 3 grandes zones économiques qui dominent actuellement, les États-Unis, l'Europe et la Chine. On voit que la Chine et les États-Unis sont clairement en train d'escalader. La question, c'est que va faire l'Europe? Troisième point de repère essentiel pour moi, que va faire la Fed au mois de mai? Que va faire la Fed au mois de juin? Il est évident qu'une des raisons qui pousse Donald Trump à faire ce qu'il fait consiste à vouloir forcer la main à la Fed. On sait qu'il est un adepte des bras de fer. Ce bras de fer face à la Fed, il va peut-être le gagner, mais il y a un bras de fer que Donald Trump ne peut pas se permettre de perdre, c'est avec les particuliers américains. On voit bien que les particuliers américains là, peut-être que leur sentiment a été satisfait par la volonté populiste de Donald Trump de dire on va réindustrialiser les États-Unis, on va faire attention aux travailleurs américains, mais le travailleur américain, il est aussi actionnaire. Et ça, c'est l'immense différence. J'avais eu l'occasion de le dire au mois de décembre et au mois de janvier. Pour moi, ce qui stoppera Trump, c'est la baisse trop forte des marchés financiers, parce qu'il y a un moment donné où il ne pourra pas se permettre d'aller trop loin. Est-ce qu'on y est? Manifestement pas encore, mais en tout cas, la situation est celle-ci. Extrême incertitude, et on surveille avant tout le fait de savoir si on va vers une escalade qui empire ou vers une négociation.
le comportement de Taïwan et du Vietnam, depuis 48 heures, qui proposent des zones carrément de libre-échange total, sans tarif aucun entre ces pays-là, est peut-être le premier pas. Voilà, Elon Musk qui dit qu'il veut une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, on y est peut-être faire un premier pas aussi. Donc c'est une situation qui peut tourner au vert comme au rouge. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout le moment de faire des bêtises. J'aurais un dernier mot. Sur 20 ans, quand vous ratez les 10 meilleures journées de bourse, votre performance au bout de 20 ans est la moitié. Et les meilleures journées de bourse sur 20 ans, elles interviennent quasiment systématiquement après une journée noire. Donc, le pire qu'on puisse faire quand on est un investisseur de long terme, c'est de vendre en panique pour attendre que ça remonte ensuite, mais avoir raté la remontée. Et là, ta performance à long terme en est vraiment impactée. Donc, attention aux réactions épidermiques aujourd'hui. C'est évidemment pour l'investisseur long terme ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Mathias, pour cette pédagogie. Ça fait du bien de rappeler effectivement ces conseils de bon investisseur. Bon, derrière ce qui peut sembler pour certains et qui est commenté par certains comme de l'irrationalité, Gustave, vous voyez une stratégie très bien rodée. Je pense qu'il faut arrêter de sous-estimer Donald Trump. En janvier, beaucoup pensaient qu'il n'allait jamais mettre en place ces tarifs, justement parce qu'il aurait peur de la réaction des marchés. Là, de penser qu'il ne s'attendait pas à cette réaction des marchés me paraît très très naïf. À mon avis, il n'en a pas peur. Et comme lors de son premier mandat, il déroule ce qu'il a annoncé. Et donc la deuxième étape qui consisterait à le sous-estimer, c'est de croire que finalement c'est une politique irrationnelle qui consisterait simplement à punir finalement des États avec qui il échange. Or, c'est peut-être une stratégie bien rodée de négociation. Négociation qu'on retrouve plutôt dans les affaires que dans la politique, encore que. Moi, j'ai retrouvé un papier de Thomas Schelling, qui était quand même prix Nobel d'économie en 2005, qui détaillait une stratégie qui s'appelait l'irrationalité contrôlée. Et l'irrationalité contrôlée, ça consiste à choquer en fait l'adversaire avec quelque chose de faussement objectif, par exemple une formule de calcul, si ça vous rappelle quelque chose, Lorraine, pour le forcer à réagir. Et donc en fait, ça se déroule en 3 étapes. Il y a la transparence imposée, donc on commence à objectiver, si vous voulez, la négociation avec une formule de calcul aussi loufoque soit-elle, et elle l'est, clairement. Avec des lettres grecques un peu cryptiques. Exactement, mais donc on a l'impression d'objectiver la conversation. La deuxième partie, c'est de faire en sorte que cette formule, finalement, fixe un point haut dans la négociation à votre avantage. C'est la stratégie de l'ancrage. Donc on va mettre, par exemple, 54% au hasard ou 64% au hasard, et à partir de là, vous allez négocier non pas par rapport à ce qui vous semble juste, mais par rapport à ce chiffre qui vous a marqué. Et le dernier point, c'est le levier. C'est-à-dire que la formule, elle est quand même un petit peu réfléchie et elle est conçue pour pénaliser le plus fortement, non pas ceux qui mettent les droits de douane les plus élevés, mais ceux avec qui vous avez le déficit commercial le plus élevé. Et donc là, ce qui était avant votre désavantage devient votre avantage dans la négociation, puisque vous inversez du coup le rapport de force, puisque vous punissez le plus sévèrement ceux qui ont le plus besoin de votre marché de consommateurs, puisque c'est ça dont il s'agit. Exemple, la Chine. Et donc, à mon avis, on est beaucoup plus dans cette stratégie qui est peut-être justement finement menée et surtout qui répond à des vrais objectifs. C'est-à-dire que la stratégie, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle soit orientée pour répondre à des vrais objectifs. Et les vrais objectifs, ils sont assez évidents, en fait. Le niveau de la dette américaine, aujourd'hui, c'est le niveau de la dette du Portugal lors du pic de la crise de la dette des années 2011 dont Mathias vient de parler. Donc, en fait, la dette américaine, si elle n'était pas aussi facilement vendable, elle serait déjà un sujet de crise, ou en tout cas, elle a déjà justifié une crise à l'échelle continentale en Europe en 2011. Donc, en fait, ils doivent s'en saisir. Et au-delà de la dette et du montant de la dette, vous avez la charge de la dette, qui a plus que doublé en l'espace d'à peine 5 ans. Donc, comment est-ce qu'on la finance si on maintient des taux élevés ? Eh bien, en fait, on ne peut pas, ou alors on va se retrouver dans une grande difficulté. Et c'est probablement ça que Donald Trump essaye de fixer le plus vite possible. C'est-à-dire, en fait, une démonstration en 3 temps. Première étape, on prend des recettes fiscales, dans les recettes fiscales avec les droits de douane qui vont mécaniquement rapporter des centaines de milliards de dollars. Ouais, pas une paille, on estime quoi, 600 milliards 600 milliards, moi j'ai 600 milliards, je crois, sur l'année 2025, estimés en incluant les droits de douane qui avaient déjà, je crois, été dessinés cette année, donc des rentrées fiscales. La deuxième étape, c'est que vous allez ensuite baisser vos coûts de financement. Parce que si vous créez un risque de récession que Mathias vient de décrire, en fait, vous allez forcer la main à la Banque centrale de baisser ses taux. Donc, vos coûts de financement de demain seront plus faibles. Et dernier effet, qui va effectivement relancer votre compétitivité, c'est qu'en baissant vos taux, vous allez baisser votre devise. Donc, vous avez quand même un triple effet
qui devrait servir aux États-Unis à court terme. Et de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, encore une fois, face à cette montagne de dette. Parce que ce qui se passait jusqu'à présent, c'était quand même un cercle un peu vicieux, où en fait, ils avaient une dette quasi illimitée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on leur vendait, on s'adressait à leur marché domestique, si vous voulez, pour vendre nos produits. Et ensuite, on refinançait leurs dettes pour financer, si vous voulez, les acquisitions futures. Donc ça faisait un cercle vicieux qui finançait notre propre économie dans laquelle on réinjectait jamais finalement les dollars. Et donc on recréait, nous, pas d'inflation domestique sur les services et la main-d'œuvre. Donc je pense que c'est ce cercle vicieux qu'il essaye vraiment de casser. Intéressant, cette stratégie de l'irrationalité contrôlée théorisée par Thomas Schelling, économiste. Mathias, le mot de la fin, parce qu'on est en train de déborder, le mot de la fin sur l'attitude peut-être, ou ce qu'il faut, vous nous avez donné pas mal de conseils sur l'attitude à avoir, mais voilà, le mot de la fin sur cette semaine qui démarre, pas de panique, diversification, puis peut-être un autre élément. C'est évidemment l'occasion d'apprendre en fait. Pour toutes celles et ceux qui viennent de commencer à investir, c'est une occasion en or d'apprendre. C'est une occasion d'apprendre la rotation sectorielle, c'est une occasion d'apprendre les secteurs défensifs, c'est une occasion d'apprendre les actifs refuges, c'est une occasion d'apprendre aussi à identifier les émotions qui font faire des bêtises. Donc c'est pour beaucoup une occasion d'apprendre. C'est aussi, sur un mot plus personnel, une occasion un peu de décider qui on veut être. Parce que moi, au-delà des tarifs, au-delà de la stratégie économique, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué la semaine dernière, c'est le ton de Trump lors de son allocution mercredi dernier. Il avait un ton qui était extrêmement agressif, y compris envers ses alliés. J'observe que ce week-end, 2 Français sur 3 souhaitent que l'on réplique de manière offensive contre les États-Unis et que cette démarche d'opposition et de conflictualité n'est pas bonne du tout. Voilà, c'est ça, de manière, si on prend un peu de recul, c'est pas du tout la démarche qu'il faut avoir. Il faut pas se laisser faire, mais il faut pas pour autant effectivement tomber dans une agressivité trop forte. Merci beaucoup, Mathias. Je suis parfaitement d'accord avec Gustave. C'est une tactique et il faut pas tomber dans le panneau et se laisser avoir. C'est une tactique de négociation de la part de Trump. On parlera justement psychologie et comportement, en tout cas finance comportementale avec Julien Nebenzahl tout à l'heure. On essaiera de prendre un petit peu de recul et comprendre comment la volatilité nous fait réagir. Hein. Le VIX qui est autour des 53 points à l'heure où on se parle. Merci beaucoup à tous les deux. Mathias Bacchino chez Trade Republic, Gustave Sondén, cofondateur de Colbert, comme tous les lundis, l'équipe pour déchiffrer l'actualité économique.